Bonjour à tous, bonjour Tariq. Bonjour. Je vais peut-être pas m'asseoir en fait, si j'ai un accident, les secours, tout ça, ils vont mettre un peu de temps à arriver. Donc si ça ne dérange pas, je reste debout. Je suis Anne-Sophie Moquet, donc Senior Customer Success Manager chez Hootsuite. Très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise, c'est une société canadienne qui a une dizaine d'années aujourd'hui. Une plateforme de gestion pour les réseaux sociaux. Donc très concrètement, on propose à nos clients, des acteurs du CAC 40 ou des institutionnels, un tableau de bord pour connecter leurs comptes sociaux et pouvoir faire du social publishing, du social listening, de l'analytics et mieux comprendre comment améliorer leur communication digitale et connaître leurs consommateurs et leurs prospects sur les réseaux sociaux. Parmi nos clients, on compte le groupe BNP Paribas depuis quelques années maintenant. Et c'est pour ça que Tariq est avec nous ce matin. Tariq, est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle chez BNP Paribas ? Alors, je travaille à la communication du groupe BNP Paribas. Je suis sur la partie médias sociaux, plus particulièrement en charge de notre présence sur LinkedIn, sur l'ensemble du groupe, et du coup du programme porte-parole. D'accord. Alors aujourd'hui, depuis quelques années, il y a une nouvelle tendance qui s'est créée, c'est le concept de social CEO. Donc le fait que les dirigeants prennent la parole au nom de leur entreprise sur les réseaux sociaux pour accompagner la communication digitale et l'équipe de communication, bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place ? Comment vous accompagnez les dirigeants chez BNP Paribas ? Alors, pour le coup, effectivement, la notion, nous, de social CEO, là, je regardais le compte de Philippe Bismuth sur LinkedIn, du coup, qui a vraiment les bons codes. Mais on n'est pas uniquement axé, nous, sur un CEO, pour le coup, parce qu'on est un très grand groupe. Du coup, on a beaucoup de profils, puisqu'on en a à peu près embarqué 110, 111 aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que c'est plutôt un programme maintenant derrière qui embarque tout ce monde. D'accord. Tu peux nous en dire un peu plus sur le programme ? Pourquoi vous l'avez mis en place ? À l'origine, c'était quoi l'idée ? Alors, le programme, finalement, c'était il y a 3 ans. On avait identifié une quarantaine de profils. C'était assez simple au début, puisque on captait nos patrons, puisqu'il y en a beaucoup, hein, finalement, dans un grand groupe comme le nôtre, plus de 200 000 collaborateurs, 70 pays. Plus de 70 pays, pardon. Il y a beaucoup de diversité de métiers, beaucoup de diversité géographique. Donc finalement, notre première motivation a été d'incarner la prise de parole, hein, mais il fallait l'incarner à travers ces métiers, localement. Donc ça multiplie forcément les personnes qu'on a souhaité embarquer. Le profil est plutôt du coup des CEO de ces métiers. On est pas mal à l'international, hein, puisqu'on en a 85 aujourd'hui à l'international. Et aujourd'hui, on totalise 1,386 million abonnés. J'ai mis un autre chiffre juste avant parce qu'il faut nuancer. On a parmi nos porte-parole un influenceur qui est toujours notre Chief Economist Officer et qui a été très tôt embarqué dans le programme de LinkedIn d'Influence. Et ça a beaucoup d'amplification en fait ce programme, surtout quand on a embarqué très tôt, puisqu'il a pas loin d'1 million d'abonnés. D'accord, donc j'imagine qu'il y a différents profils. En fait, comment ça marche très concrètement, les critères de sélection au départ pour ces porte-paroles ? Alors, les critères de sélection, ça semble simple. Franchement, au début, on dit, bon, ben voilà, porte-parole, hop, tu l'es. Mais en fait, dans un grand groupe comme le nôtre, c'est pas si évident de capter les bons profils. Parce que, bon, une fois qu'on a dit, tu es CEO, c'est une première chose. Mais en fait, nos critères de sélection, c'est, comme le dit le nom porte-parole, c'est vraiment de pouvoir engager la parole de notre entreprise. Donc, c'est pas anodin. Un expert, par exemple, à contrario, va parler sur son périmètre d'expertise, ça c'est une chose, mais il ne va pas forcément chez nous, en tout cas, engager une vision de notre banque sur les prochaines années. Ce n'est pas son rôle. Donc en revanche, nos porte-paroles, oui, quand ils vont s'exprimer de la même façon qu'ils le feraient finalement devant des journalistes, vont finalement donner une vision et en tout cas parfois aussi des tendances stratégiques et sur les années à venir. Donc c'est quand même un impact très fort, on est assez vigilant pour ça. Et puis je reviens juste un petit peu sur ta première question. Nous, un des effets qui est vraiment important et un des objectifs à travers ces porte-paroles, bon, naturellement,
il y a un effet qui n'existe pas à travers nos comptes groupes. On a des comptes groupes qui totalisent des centaines de milliers d'abonnés, hein. Mais ça ne vaudra jamais l'un de nos porte-parole, hein, en termes d'impact, d'engagement, parce qu'il y a la notion d'authenticité finalement qui, même dans une banque, bon, c'est moins glamour que l'univers de Jennifer, mais même dans une banque, en fait, ça joue énormément. C'est-à-dire, on incarne la parole, et finalement, vous, moi, je vais plus facilement valider une opinion, un partage de photos d'une personne, même si elle appartient à un univers qui est peut-être moins accessible immédiatement, que effectivement valider la marque directement. Donc ça a été vraiment une très très belle surprise, évolution, hein, pour nous dans le temps. D'accord, mais alors j'imagine que tout l'enjeu de la prise de parole sur les réseaux sociaux, c'est comment prendre la parole, parce que c'est pas donné à tout le monde de s'exprimer au nom d'un groupe bancaire leader en Europe comme BNP Paribas. Comment vous les accompagnez aujourd'hui, ces porte-paroles ? On les accompagne, bah, effectivement ils sont nombreux aujourd'hui, donc c'est un enjeu, ça demande une attention particulière. On a quand même des profils qui n'ont pas beaucoup de temps disponible, hein. On parle de 10 minutes, un quart d'heure, hein, parfois dans leur semaine. Donc, premièrement, bah, on a finalement besoin, nous, de savoir ce qui se passe. Quand on en a plus d'une centaine, on a besoin de pouvoir piloter tout ça. Donc, on a un premier outil qui est à la pointe de la technologie, qui est Access. Non, c'est une joke, mais ça permettait c'était très compliqué, donc on a mis en place finalement une petite base de données qui nous permet juste de savoir finalement quelles sont les stratégies éditoriales de chacun. Finalement, quand on s'adresse à eux, de pouvoir plus facilement toucher les porte-paroles qui sont sur les bonnes thématiques. Chez nous, il y en a beaucoup, hein, de thématiques différentes. Donc ça, c'est un premier outil qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble. Ensuite, on utilise Hootsuite, pour le coup, mais qui a un double effet, en fait, enfin un double intérêt chez nous. Il y a le côté workflow, parce que je vais être très honnête, hein, ces porte-paroles, je vous disais, ils n'ont pas forcément toujours beaucoup de temps. Ils ont parfois un community manager qui va gérer avec eux, enfin en tout cas qui va leur proposer des communications, des publications sur la semaine à venir. D'autres sont très autonomes, mais en tout cas pour ceux qui ont, on va dire, quelqu'un qui va les accompagner, un outil de workflow et de validation, ça aide. Et puis on a aussi, puisqu'on est très attendu sur ce registre-là, des obligations en termes de conformité. Donc c'était important pour nous aussi, en matière de sécurité et de conformité, de pouvoir aussi avoir une traçabilité. Tous ne sont pas embarqués sur cet outil, parce que parfois je dis porte-parole, je ne sais pas, peut-être vous avez d'autres termes, mais l'utilisateur a aussi envie d'être proche finalement de l'expérience, de la plateforme. Donc, bon, selon les cas, soit ils ne passent pas tout de suite, soit ils vont directement sur LinkedIn, sur Twitter, ce qui a aussi des effets très, très vertueux, hein, parce que finalement, c'est là où on échange avec sa communauté. Et puis enfin, on a développé en interne le Twitter Audience Tool, enfin on l'a appelé comme ça, qui nous permet de capter en fait tout l'écosystème, hein, autour du porte-parole. C'est différent, on utilise aussi un outil d'écoute qui s'appelle Talkwalker, mais cet outil vraiment chez nous est très efficace. En tout cas, ça nous permet d'identifier les communautés d'influence, ceux qui ont interagi, les différents cercles aussi d'interaction finalement quand on est à un niveau 2, 3 de relais de tweets. Et puis on est en train d'aborder la même phase pour avoir un outil qui soit sur LinkedIn. Donc ça, c'est pour la partie plus pilotage et outils. Et puis on a sur la partie, il faut bien animer une communauté. Donc on est sur des choses assez classiques, mais qui sont très importantes, hein, pour maintenir le contact, puisqu'on a des formations, on va les former, hein, ces CEO. Ils ne sont pas toujours avec un niveau d'expertise très avancé sur les médias sociaux. Donc, et puis, il y a aussi leur community manager. On a des sessions de formation, on a des communications régulières. Alors, au début, moi, je m'étais dit, bon, c'est chouette, on va les inviter à aller sur LinkedIn. Il y a des groupes qui sont créés. On reste dans le parcours utilisateur, c'est plutôt sympathique. Ça n'a pas vraiment marché, hein. J'animais beaucoup et puis j'ai fait un sondage, hein, et puis finalement j'avais proposé WhatsApp, enfin vraiment beaucoup d'autres plateformes, et c'est le mail, hein, qui l'a emporté. Donc je pense que j'ai encore un peu de boulot. Et aujourd'hui, 3 ans après le lancement du programme, tu disais qu'il y a 111 porte-paroles aujourd'hui répartis à l'international. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne en fait, si tu devais étudier les facteurs clés de succès de ce programme ?
Alors, ce qui fait que ça fonctionne, il y a un effet immédiat, mais ça, c'est qui n'est pas lié à nous. Hein, c'est le fait qu'effectivement, incarner la prise de parole, c'est très fort. Ensuite, en tout cas, ce dont on s'assure pour que ça fonctionne, c'est qu'à la base, la personne soit motivée, qu'elle en ait elle-même envie. Ça, c'est indispensable. Ça ne sert à rien de la forcer, d'essayer de la convaincre. Alors, on peut évidemment avoir les arguments pour, mais je sais que pour notre CEO, Jean-Laurent Bonafé, il n'a pas forcément tout de suite dit « OK », mais quand il l'a dit, il était là. Donc ça, c'était important, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne va pas être surpris, ça ne va pas être un sujet qui va se rajouter sur son agenda déjà très chargé, c'est qu'il est disponible. Il va du coup investir du temps dessus, donc c'est important. Après, il y a des niveaux de maturité parfois qui sont très différents. Il y en a, ce qui est très intéressant, c'est quand le CEO arrive à faire le lien avec le business pour lui. Et ça ne se fait pas tout de suite. Au début, il faut d'abord qu'il maîtrise la plateforme. Mais après, et ça a été valable chez nous sur Twitter et sur LinkedIn, on a par exemple notre directrice en fait, de tout ce qui est entrepreneuriat féminin, qui était auparavant aussi en charge de tout le réseau d'agences bancaires France, Marie-Claire Capobianco, et qui en a fait un réel pour elle outil de contact avec ces femmes entrepreneurs. Finalement, elle était dans beaucoup d'événements, ça lui a permis aussi de garder et de continuer l'expérience. Elle est beaucoup plus active sur Twitter, pourtant qui est moins facile à la base. Mais du coup, comme on lui demandait aussi souvent sa carte de visite, mais plutôt son compte LinkedIn et non plus sa carte de visite, elle a aussi du coup pris une place sur LinkedIn. Et puis juste l'autre facteur important, c'est d'être authentique. Hein. J'ai rien d'autre à dire. Mais pour nous, c'est un challenge en fait, parce que quand on est dans une grande entreprise, quand on est en plus une banque, c'est pas gagné de dire à nos dirigeants soyez relax. Si je devais donner un exemple, alors c'était notre directeur communication, je crois que c'était il y a 2 ans. Et on a en charge des domaines affinitaires qui sont le tennis et le cinéma. Et dans le cadre du tennis, donc on est très investi. Et donc là, il s'exprimait sur la Coupe Davis. Et au lieu d'avoir finalement la prise de parole assez convenue qu'on peut attendre, qu'on a parfois, c'était intéressant parce que cette fois-ci, quand il a communiqué, c'était sur Twitter, il a interpellé la FFT. Et en leur disant, mais pourquoi est-ce que cette Coupe Davis, c'est toujours le samedi la finale femme, et puis le dimanche la finale homme? Donc, c'était intéressant parce que du coup, effectivement, ça a généré beaucoup de conversations derrière, hein, parce qu'il disait, alternons, une année sur 2, pourquoi pas? Bon, c'est intéressant vraiment dès que c'est plus, on va dire, quelqu'un derrière une petite main qui écrit et que c'est vraiment le porte-parole qui ose. Et c'est ce qu'on souhaite. Et donc ça, c'est un très très fort élément chez nous finalement de succès. D'accord, donc un vrai enjeu pour l'année prochaine de switcher la finale homme et la finale femme du samedi au dimanche. Et là, on a beaucoup parlé... Je ne crois pas que la FFT est vraiment beaucoup rebondi là-dessus. Ça n'a pas marché. Mais l'année prochaine, du coup, si on regarde l'avenir, plutôt les enjeux 2020, qu'est-ce qui te paraît important? Après avoir beaucoup parlé du passé, maintenant, si on regarde plus le futur. Alors, je disais au début, nous, on a été quand même challengés sur le fait d'identifier ce qu'on voulait comme porte-parole. Mais finalement, dans une grande entreprise, on a beaucoup de beaux profils qui existent, puisque 200 000 collaborateurs, c'est quand même autant d'individus qui ont des passions, qui les partagent sur Internet, qui ont parfois développé des audiences très fortes. Et ça serait dommage de s'en priver. Et du coup, là, notre objectif, en fait, en 2020, ça serait de capitaliser. Alors, on est beaucoup plus business, là, pour le coup, pour cette première approche, même si on a un programme d'influenceurs internes, c'est-à-dire des collaborateurs qui ont déjà des fortes audiences. Mais là, pour nos experts, on s'est dit, on a, nous, 2 objectifs très business, qui sont de développer finalement notre expertise, notre visibilité sur le sujet de la finance durable et de l'UX. Et pour le coup, on a à travers nos métiers, à chaque fois des experts dans chaque métier, parce qu'on ne s'imagine pas, mais finalement, comment on fait de la location leasing de véhicules, il y a des enjeux de finance durable, si on a conscience des enjeux de cette époque, mais de la même façon, notre banque d'investissement a une approche aussi du même acabit. Donc en fait, notre objectif, c'est finalement
de lancer 2 communautés d'experts et de prendre la parole sur les médias sociaux, mais de façon coordonnée. C'est autre chose. Encore, c'est une autre approche, mais donc là, on est en phase pilote sur ce programme. Très bien, merci beaucoup. Bonne chance pour le développement de ces communautés. Je vous invite à continuer ces discussions autour de l'employé advocacy dans le workshop qui sera mené par Yann et Maxime au 3e étage. Merci. Merci. Merci beaucoup à vous deux.